Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va tester un nouveau format, en revenant sur un ancien titre, en l'occurrence la mini-série Green Arrow The Longbow Hunters de Mike Grell, et on va se demander si ça vaut le coup de la lire ou de la relire aujourd'hui, presque 40 ans après sa sortie. Alors, on va commencer par resituer un peu le contexte de la sortie de cette mini-série. On est en 1987, on est encore dans la vague post-Crisis on Infinite Earths, où DC Comics va réinventer et moderniser la plupart de ses personnages, et c'est par exemple John Byrne qui reprend en main les titres Superman, c'est George Perez sur Wonder Woman, c'est Wally West qui succède à Barry Allen dans le rôle de Flash, etc. Et c'est dans ce cadre que l'éditeur Mike Gold va demander à Mike Grell de moderniser le personnage de Green Arrow. Alors je vais pas refaire toute son historique, mais Green Arrow c'est un vieux personnage qui a été créé par Mort Weisinger et George Papp en 1941, et qui est présent dans l'univers DC depuis. Mais jusque-là, ça n'a jamais été un personnage de premier plan. En 45 ans d'existence, il n'a jamais eu le droit à sa propre série jusque-là, même si il a partagé l'affiche de Green Lantern à partir de 1970, dans des épisodes qui sont devenus mythiques, signés Denny O'Neil et Neil Adams. La série Green Lantern et Green Arrow s'arrête en 1972, mais elle est relancée 4 ans plus tard, toujours sous le même titre, et toujours écrite par Denny O'Neil, mais dessinée cette fois par un jeune artiste qui n'a pas encore 30 ans, Mike Grell. Et Mike Grell, il avait fait ses débuts chez DC 2 ans plus tôt, en 1974, en dessinant quelques backup stories d'Aquaman, et quelques épisodes de la Légion des super-héros dans Superboy. Et déjà à cette époque, il avait dessiné une série de courtes histoires de Green Arrow parues dans Action Comics. L'année suivante, il va dessiner les aventures de Green Lantern qui se poursuivaient en solo dans les pages de Flash. Et puis surtout, il va créer un nouveau personnage et une nouvelle série qui va connaître un joli succès à l'époque. C'est Warlord, qui est en fait l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui va vivre des aventures d'heroic fantasy, mais au centre de la Terre. Et puis, à partir de 1982, il va commencer à travailler avec des éditeurs indépendants qui sont en train d'apparaître à l'époque. D'abord, il va bosser avec Pacific, et puis ensuite, il va aller chez First Comics, et il va créer 2 séries qui vont connaître un certain succès à l'époque. Star Slayer, qui est l'histoire d'un barbare qui se retrouve projeté dans un univers de science-fiction. Et puis surtout, John Sable, Freelance, qui débute en 1983, qui là est une série beaucoup plus réaliste, qui est quelque part entre polar et espionnage, qui met en scène un mercenaire, et qui sera même adapté en série télé dans les années 80. Et c'est à cette époque que Mike Grell va bosser avec Mike Gold, qui devient en fait son éditeur. Et quand Mike Gold quitte First Comics pour aller chez DC, il va proposer à Grell de le rejoindre en lui proposant de travailler sur la série de son choix. Et Mike Grell va donc faire son retour chez DC Comics, et il va choisir de travailler sur Green Arrow. Alors, la mini-série va donc paraître en 1987, et elle va paraître sous la forme de 3 numéros en Prestige format. Alors, le Prestige format, c'est un format qui est très nouveau à l'époque, que DC avait initié l'année précédente avec le Dark Knight Returns de Frank Miller. Alors c'est des comics qui sont plus épais, qui font généralement 48 ou 64 pages, qui ont un dos carré,
et puis qui ont quand même un papier de bien meilleure qualité, plus épais aussi, et qui permet notamment un meilleur rendu des couleurs. Ce dont Mike Grell et surtout sa coloriste Julia Lachman vont tirer pleinement profit dans cette mini. Une autre chose qui est intéressant de noter sur cette édition, c'est que le logo du Comics Code Authority, il figure pas. Ce qui va permettre en fait à Mike Grell de proposer une histoire beaucoup plus sombre et beaucoup plus violente que ce que DC Comics publie habituellement. Et quand DC lancera par la suite la série Green Arrow, elle sera toujours pas soumise au Comics Code Authority, mais DC ajoutera sur la couverture la mention Suggested for Mature Readers. On va repasser sur l'édition française qui est plus facile à manipuler. Une édition Urban Comics dans leur regrettée collection DC Confidential et qui date de 2020. Et c'est donc la première et unique fois que la mini-série a été publiée en France, 33 ans après sa sortie aux États-Unis. Et pour un récit qui est considéré comme un classique là-bas, on va dire qu'il était temps. Alors, si on passe enfin à l'histoire, dès la première double page, Mike Grell y situe parfaitement bien l'ambiance de son récit. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que l'action se situe à Seattle, qui est reconnaissable tout de suite à sa Space Needle, qui est son monument le plus emblématique, qui est une tour qui avait été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1962. Jusque-là, les aventures de Green Arrow, elles se situaient en général dans la ville fictive de Star City, qui est l'équivalent pour lui de Metropolis pour Superman, ou de Gotham pour Batman. Mais Mike Grell, lui, il souhaitait ancrer les nouvelles aventures du personnage dans le monde réel, et il a donc opté pour Seattle, qui est une grande ville, en bord de mer, proche de la frontière canadienne, qui est entourée de forêts et de montagnes, et qui donc offre quand même quantité de décors très différents les uns des autres, et là encore, avec de la part de Mike Grell, un souci de réalisme. Et puis, évidemment, Mike Grell, il va pas situer son action dans les quartiers chics de Seattle. Quand l'histoire commence, on est plutôt là dans les bas-fonds de la ville, et on suit une prostituée qui est en train de faire le tapin, qui est en train de chercher un client. Et le client qu'elle va trouver, il va la massacrer à coups de couteau. Et on a un extrait de journal qui nous apprend qu'il s'agit de la 18e victime d'un tueur en série qui a été baptisé le tueur de Seattle. Et alors ça, les tueurs en série, c'est quand même un truc qui va être omniprésent dans la culture populaire américaine dans les années 80 et 90, qui a été notamment initié par le succès des romans de Thomas Harris et de ses adaptations au cinéma. On a eu Manhunter de Michael Mann en 1986, et puis évidemment Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme en 1991. Et donc, on va en bouffer pendant des années et des années, mais en 1987, ça reste quelque chose d'encore relativement nouveau, et c'est encore plus novateur pour un comic book de chez DC. Là, on est quand même très loin des super vilains costumés, des extraterrestres envahisseurs et de ce genre de choses. Mike Grell, il introduit ici un réalisme très noir, limite sordide, alors qu'il avait déjà pu développer dans sa série John Sable chez First Comics, mais qu'on n'avait pas encore vu chez un éditeur comme DC. Et vraiment, dès cette première scène, Mike Grell, il donne parfaitement à voir la vision qu'il a pour cette mini-série, et qu'on va retrouver par la suite dans la série régulière Green Arrow.
Il n'est pas question ici de super pouvoirs. On est dans le polar noir et dans le thriller réaliste. Et ben, le portrait qu'il fait de Green Arrow et de Black Canary pour leur première apparition, il est tout à fait raccord avec cet esprit. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que pour leur première apparition dans ces pages, ils sont en civil. C'est pas Green Arrow et Black Canary, c'est Oliver Queen et Dinah Lance. Et ben, on reste quand même dans la même ambiance que le début, quand va débarquer très brutalement une droguée qui est en plein trip. Alors, là-dessus, la drogue dans le monde des super-héros, Green Arrow, il avait été confronté dans un épisode historique de Green Lantern Green Arrow, le numéro 86, qui date d'octobre 71. Mais là, on a quelque chose de nettement plus réaliste. Là, on se retrouve avec une ado ordinaire de 17 ans, défoncée au crack, et qui est finalement présentée comme une victime parmi tant d'autres. Et donc, dès les premières pages du récit, Mike Grell il met en place 2 intrigues qu'il va ensuite pouvoir poursuivre. Le tueur de Seattle d'un côté et le trafic de drogue de l'autre. Mais avant ça, on va continuer d'accompagner Oliver et Dinah dans leur intimité, et Mike Grell va en profiter pour revisiter les origines du personnage. Alors, il me semble pas qu'il y apporte ici des changements majeurs. On retrouve en fait l'histoire d'Oliver Queen coincé sur une île déserte où il va devoir apprendre à se servir d'un arc. Mais on a une présentation des événements qui est beaucoup plus terre-à-terre, où Mike Grell insiste par exemple sur la manière dont Oliver a dû se nourrir pour survivre. Alors, Mike Grell reviendra plus en longueur sur les origines du personnage en 1992 dans la mini-série The Wonder Year. Mike Grell poursuit ensuite la description plus réaliste et plus adulte de la relation entre les 2 personnages, et notamment avec une scène qui commence quand Dinah revêt son costume de Black Canary. Sauf que là, en fait, elle a aucune intention d'aller combattre le crime. Et il faut bien reconnaître que les collants résine, c'est quand même plus utile pour émoustiller son compagnon que pour arrêter des criminels. Tout ça aboutit à une scène de lit. Là encore, c'est quelque chose de quand même tout à fait nouveau chez DC Comics pour l'époque, et une scène où les 2 amants discutent après avoir fait l'amour. Et là encore, ça permet de mieux cerner les 2 personnages. On a Green Arrow qui se présente comme un homme qui va avoir 43 ans, autant dire un âge canonique pour un super-héros, et il parle à Dinah de son envie d'avoir un enfant. Et elle lui répond qu'elle a absolument aucune intention d'avoir un enfant avec lui, parce que, vu leurs activités, c'est quand même la manière la plus sûre d'en faire très vite un orphelin. Et là encore, ça situe tout de suite très bien la relation entre les 2 personnages que Mike Grell va continuer de développer dans la série régulière. À ce point de la lecture de cet épisode, on a déjà passé 30 pages, et on n'a toujours pas vu Green Arrow en action, hormis pendant le flashback sur ses origines, et on va enfin y avoir droit quand il vient en aide à un couple agressé par une bande de punks. Et c'est l'occasion de découvrir le nouveau costume de Green Arrow, là encore plus réaliste que son costume traditionnel. On voit que le petit chapeau ridicule, il est remplacé par une capuche, et il porte aussi des manches longues, tout simplement parce que on n'est plus à Star City, on est maintenant à Seattle,
où il fait quand même souvent très froid et où il pleut à peu près tout le temps. Donc on s'éloigne du costume à la Robin des Bois, mais version Errol Flynn, pour quelque chose de plus pratique, mais qui garde les références à Robin des Bois. Alors faut peut-être rappeler que en VO, Robin des Bois s'appelle Robin Hood, soit Robin la Capuche, et ben c'est comme ça qu'on le retrouve ici. Et puis par contre, Mike Grell, il va conserver les couleurs traditionnelles du personnage, histoire que si un ancien lecteur tombe sur la série, il puisse, malgré le changement de costume, reconnaître immédiatement le personnage. Et effectivement, de ce point de vue, ça fonctionne aussi. Dernier changement important à noter, c'est que Green Arrow n'utilise plus de flèches fantaisistes comme il le faisait dans ses précédentes aventures, du style des flèches grenades, des flèches collantes, des flèches gants de boxe. Désormais, il utilise des flèches, point. Et à noter au passage que Mike Grell est lui-même archer, et donc il va faire en sorte de mettre en scène les techniques de tir à l'arc de la manière la plus réaliste possible. Alors, à ce point du récit, tout est en place. Les personnages, les intrigues, sauf que avant la fin de ce premier épisode, Mike Grell, il va surprendre le lecteur en bouclant très vite une des intrigues en question, ce qui va en fait lui permettre d'en lancer une autre dans la foulée, à mon avis qui est plus intéressante, et qui, elle, va nous conduire jusqu'au bout de la mini-série. Je vais pas aller plus loin dans la description de ce qui se passe dans cette mini-série. L'idée, c'est quand même de vous donner envie de la lire, ou de la relire, mais j'ai quand même évoqué rapidement quelques points. Du point de vue des thématiques qui vont être abordées par la suite, Mike Grell va continuer à s'intéresser à des choses qu'on rencontrait habituellement pas dans les histoires de super-héros à l'époque. Il va être notamment question des camps d'internement dans lesquels les gens d'origine japonaise, y compris quand ils étaient citoyens américains, ils avaient été enfermés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis il va aussi être question d'un trafic de drogue avec l'Amérique du Sud, couvert par des agents du gouvernement américain. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ce que décrit Mike Grell, ça fait pas mal penser à une affaire qui va faire la une des journaux à la fin des années 80, c'est l'affaire des Contras du Nicaragua, qui était un groupe armé qui luttait contre le pouvoir en place, et qui était soutenu par les autorités américaines, qui ont aidé et qui ont participé au trafic de drogue, qui permettait aux Contras de se financer. Et on retrouve une intrigue similaire dans The Longbow Hunters, sauf que la mini-série est parue à peu près 1 an avant que le scandale des Contras éclate aux États-Unis. Et c'est dire si, quand je parle du réalisme de la série, c'est pas pour rigoler. C'est-à-dire que non seulement elle est totalement branchée sur les thématiques de l'époque, mais sur certains points, elle préfigure même ce qui va arriver dans le monde réel. Un autre point que je vais seulement évoquer, c'est ce qui va arriver à Black Canary dans le 2e épisode, et comment cet événement dramatique va profondément transformer Green Arrow. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, on va assister à une scène extrêmement violente et extrêmement crue dans sa mise en scène. Et là encore, c'est le genre de choses qu'on voyait jamais chez DC Comics auparavant. Et cette séquence, elle va faire de Green Arrow un tueur. Ou en tout cas, un vigilante qui n'hésite plus à tuer ses adversaires si la situation le nécessite, mais ce qui était totalement impensable auparavant. C'est une manière de traiter les super-héros qui est nouvelle pour l'époque,
qui préfigure ce que va devenir le genre dans les années qui vont suivre, ce qu'on va appeler le grim and gritty, et qui peut encore faire débat aujourd'hui chez les vieux lecteurs de comics, mais c'est vraiment une bascule dans la manière d'aborder ce type de personnage, et Green Arrow en particulier. Avant ça, les Vigilantes qui tuaient leurs adversaires, on les trouvait à la marge, c'était le Punisher chez Marvel, c'était le Vigilante justement chez DC Comics, mais ça a devenu un comportement de plus en plus fréquent dans l'univers des super-héros, et Green Arrow, c'est un des tout premiers à franchir le pas dans cette mini-série. Et c'est aussi quelque chose qui va brouiller la frontière entre héros et vilains, où désormais, en fait, tous vont évoluer dans une zone grise, plus floue d'un point de vue moral, et aussi du point de vue de leur comportement et de leurs actions. Et là encore, c'est quelque chose qu'on va voir dans la dernière partie du récit, avec l'introduction d'un nouveau personnage qui va devenir ensuite un personnage récurrent de la série régulière. Dernière chose sur cette dernière partie du récit, et là du coup je vais pouvoir feuilleter quelques pages sans risquer de spoiler quoi que ce soit, c'est que on a une séquence finale où les différentes intrigues vont se résoudre, qui se déroule en pleine nature, et où tout à coup le chasseur urbain qui est devenu Green Arrow dans les pages précédentes, va renouer avec les origines de son personnage, à la fois sa période de formation quand il était seul sur une île déserte, et puis un retour aussi à la version première du personnage, Robin des Bois, qui va affronter ses adversaires en pleine forêt. Ça donne des planches que je trouve très belles, à la fois par le dessin de Mike Grell, et puis aussi par les couleurs de Julia Lachman. Alors, un petit mot rapide sur ce point justement. Le fait que The Longbow Hunters paraissent en prestige format, ça va permettre un meilleur rendu des couleurs, plus fidèle, et du coup, Julia Lachman, qui avait l'habitude déjà de travailler avec Mike Grell, elle a pu se permettre d'utiliser des techniques inhabituelles pour un comic book de cette époque. Et en fait, elle a directement peint à l'aquarelle sur les planches mêmes, dessinées et ancrées par Mike Grell. Et ça donne un résultat que je trouve très réussi et vraiment intéressant. Et Grell et Lachman vont ils vont comme ça pouvoir jouer avec la couleur et avec son rendu sur certaines planches, comme ici, voilà. Sur cette double planche, on a deux scènes en alternance, une au présent, et on a un flashback, et la distinction entre les deux, elle se fait uniquement via l'ancrage et via la mise en couleur. Alors, maintenant que on a fait un petit peu le tour de la bête, il est donc temps d'en venir à la question que je posais en début de vidéo. Faut-il lire ou relire The Longbow Hunters ? Alors, sur le côté novateur du titre pour l'époque, j'espère que j'ai pu présenter suffisamment d'arguments pour vous convaincre que c'est le cas. Et de ce point de vue, si on s'intéresse un peu à l'histoire des comics, il me semble que c'est un récit qu'il faut avoir lu au moins une fois, en gardant bien en tête le contexte de sa création. Après, pour ce qui est du pur plaisir de lecture, est-ce que aujourd'hui, 37 ans après sa publication originale, The Longbow Hunters, ça reste une lecture conseillée ? Disons que, sur certains points quand même, la série elle fait son âge. Il y a certains éléments de l'intrigue qui étaient novateurs pour l'époque, mais qui aujourd'hui sont devenus des stéréotypes tellement ils ont été utilisés et surexploités.
la chasse aux tueurs en série, la femme victime, même le héros qui voit ses barrières morales tomber pour commettre l'irréparable, ça a tellement été fait et refait depuis que si on découvre ce récit aujourd'hui, on peut avoir quand même une impression de déjà-vu. N'empêche que, je trouve que Mike Grell a construit un scénario qui est plutôt habile, qui propose quelques surprises au fil de la lecture, et puis qui se tient quand même au plus près de ces personnages, et qui rend bien la complexité de leurs émotions et leur évolution. Et donc, je trouve que côté scénario, ça reste du solide. Et puis, côté dessin, on a quand même ici un Mike Grell qui est au sommet de son art, qui a assimilé ses différentes inspirations, des artistes comme Neil Adams, comme Dick Giordano, ou comme Ross Manning, et qui a vraiment atteint ici sa maturité. C'est parfois un petit peu statique. Mike Grell, ça n'a jamais été un des dessinateurs américains les plus dynamiques dans son style, mais je trouve que le côté réaliste est bien maîtrisé, et sans qu'on ait l'impression de quelque chose de trop figé. Donc oui, il me semble qu'aujourd'hui encore, Green Arrow The Longbow Hunter, c'est un récit qui mérite d'être lu ou relu. Pour en finir avec ce titre, la mini-série va être un succès, et dans la foulée, DC Comics va lancer une série régulière Green Arrow, et pour la première fois, après quand même plus de 45 ans d'existence, le personnage va avoir droit à sa propre série. Alors c'est une série qui sera évidemment confiée à Mike Grell, mais qu'il va se contenter d'écrire, faute de temps essentiellement, et la série sera dessinée dans un premier temps par Ed Hannigan, mais Mike Grell va néanmoins réaliser une bonne partie des couvertures de la série, et puis il en restera le scénariste jusqu'au numéro 80, en 1993. Encore un mot, promis c'est le dernier, sur cette édition française, dans la collection donc DC Confidential. Et cette édition, outre la mini-série, elle propose également quelques petits récits en bonus. Et on a d'abord un récit en 2 parties qui est signé Alan Moore et Klaus Janson, qui est une histoire qu'on retrouve également dans l'anthologie Alan Moore présente DC Comics, qui est sortie l'an dernier. C'est une histoire qui date de 1985 et qui, d'une certaine manière, préfigure ce que Mike Grell fera du personnage 2 ans plus tard. Là, Green Arrow se retrouve aux prises avec un ennemi anonyme qui s'attaque à n'importe qui sans raison, et qui en fait dispose d'aucun super pouvoir et qui a même pas de costume. C'est juste un voyou parmi d'autres, et ça donne une histoire qui est un peu anecdotique, mais qui remet en question la figure traditionnelle du super vilain, et puis qui fonctionne avant tout sur le choix de narration adopté par Alan Moore. Et puis on a ensuite une histoire beaucoup plus ancienne, là aussi en 2 parties, qui date de 1972, par Denny O'Neil et Alex Toth. Alors là, le scénario présente à peu près aucun intérêt, mais c'est juste pour le plaisir de profiter des planches et du style épuré d'Alex Toth, dont je ne cesserai jamais de vanter le génie. Donc, ça nous donne une très belle édition française, qui a visiblement pas connu le succès, comme les autres titres de cette collection, me semble-t-il. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein d'autres récits d'ici de la même époque qu'on aurait aimé y retrouver. Quoi qu'il en soit, le bouquin est toujours disponible. Il est à 20€ pour un album de 192 pages.
format classique 17 par 26 cm, et traduit par Jean-Marc Lenné. En VO, actuellement, il me semble que la mini est seulement disponible dans le premier volume de l'omnibus Green Arrow, The Longbow Hunters, qui est sorti en 2020. Par contre, il sera bientôt disponible, je crois que c'est prévu pour fin janvier 2025, il sera bientôt disponible dans la nouvelle collection de DC, DC Finest, dans un volume de plus de 500 pages, qui contiendra la mini-série et les 8 premiers numéros de la série régulière qui a suivi, plus quelques autres bricoles. Et puis enfin, et après c'est fini je vous jure, si vous vous intéressez au travail de Mike Grell et que vous voulez en savoir plus, et que vous lisez l'anglais, je vous conseille le bouquin que Tomorrow's Publishing lui a consacré en 2018, Life is Drawing Without an Eraser, qui est signé Dewey Castle et Jeff Messer, et qui passe en revue l'ensemble de sa carrière. Alors, l'édition papier, elle est épuisée, et alors on la trouve à des prix absurdes sur certains sites de vente en ligne que je ne nommerai pas. Par contre, il est toujours disponible en format numérique chez l'éditeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.